Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous et ce matin on va parler d'une véritable épidémie. Alors rassurez-vous, c'est pas la grippe, on est en plein été, c'est pas la grippe, c'est le diabète. Le diabète et en particulier le diabète de type 2, on appelait ça le diabète à des personnes âgées. Il touche près de 4 millions de Français, notamment les personnes de plus de 40 ans. Mais les jeunes adolescents ne sont pas épargnés, ce qui conduit certains spécialistes à parler d'épidémie face à cette maladie qui peut affecter d'autres organes, le cœur, les yeux, les reins et même les pieds. Pour en parler avec nous, on a une endocrinologue et qui connaît bien le diabète. Bonjour docteur Méliné Ouzounian, comment Bonjour. allez-vous? Très bien, merci. Alors justement, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment on justifie cette augmentation du diabète et du prédiabète, puisque selon l'INSERM, une enquête, un quart des Français sont diabétiques et en plus ils l'ignorent. Donc c'est vraiment vraiment un sujet de santé publique. Oui, exactement. Donc en fait, l'augmentation du nombre de patients diabétiques et de patients prédiabétiques est en grande partie liée à l'augmentation du nombre de gens en surpoids et obèses. Ça, c'est quand même la cause principale. Et la deuxième cause, c'est le vieillissement de la population, puisque les gens vivant de plus en plus vieux et le diabète de type 2 touchant souvent les personnes en deuxième partie de vie, le nombre de diabétiques augmente. Mais la première raison est le nombre de gens en surpoids qui ne cesse de croître. Mais surtout, il y a aussi un quart des personnes atteintes qui l'ignorent. Ça veut dire que soit on les bilane pas, soit ils n'ont pas de symptômes. Voilà, donc en fait, quand on a un prédiabète de type 2, on n'a aucun symptôme. Quand on a un diabète de type 2 débutant, souvent on n'a aucun symptôme non plus. Et le seul symptôme, c'est la glycémie à jeun au laboratoire qui va être élevée. Donc entre 1,06 et 1,26 grammes par litre de glycémie, on est considéré comme prédiabétique ou intolérant au glucose. Et au-dessus d'1,26 g, on est diabétique. Et en fait, dans toutes ces zones-là, quand on a des glycémies globalement à moins d'1,50 g, on n'a aucun symptôme. Donc la seule façon de se dépister, c'est de doser la glycémie à jeun, mais qui ne fait pas partie des bilans qui sont systématiquement demandés à tout le monde à partir d'un certain âge. En pratique, quand vous allez voir votre docteur, ça fait quand même partie du bilan qu'il demande s'il vous fait un bilan. Mais si vous n'allez pas chez le docteur, vous n'avez aucune raison de faire le dépistage. Bien sûr. Alors, que les choses soient bien claires, on parle aujourd'hui du diabète de type 2 parce que c'est la majorité des personnes, mais il y a aussi le diabète de type 1 qui concerne surtout les jeunes, un peu tout le monde, mais on s'aperçoit que même les bébés peuvent être diabétiques de type 1. Alors, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Il y en a beaucoup moins chez le diabète 1 que le diabète 2? Donc, il y a beaucoup moins de patients diabétiques de type 1 que de diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est pas tout à fait le même mécanisme. C'est plus un mécanisme auto-immun où vous avez des anticorps qui attaquent le pancréas et qui empêchent la sécrétion d'insuline. Et du coup, le diabète de type 1 touche surtout les enfants de jeune âge, de moins jeune âge. Ça peut toucher aussi des adultes. Donc, c'est un diagnostic qu'il faut évoquer chez des gens qui découvrent un diabète sans surpoids, sans antécédent familial, parce que c'est pas la même prise en charge que pour le diabète de type 2. Et c'est vrai que l'incidence augmente. On sait pas très bien pourquoi. Il y a le rôle du microbiote qui est mis Le fameux en microbiote avant. qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et puis, il y a potentiellement aussi le rôle des perturbateurs endocriniens, puisqu'on sait qu'il y a certaines zones proches d'incinérateurs où on a plus d'enfants qui ont un diabète de type 1. Donc, sans qu'on ait une relation nette de cause à effet, c'est quand même une hypothèse qui peut être plausible. On va prendre tout de suite une question d'un auditeur qui vous interroge. Moi, je m'appelle Kamal. J'ai une question. Quelle est la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Et est-ce qu'on peut mourir du diabète? Donc oui, mourir du diabète, on peut. Alors, il y a différentes façons de mourir du diabète. On va peut-être pas être trop triste aujourd'hui. La plupart du temps, on vit très bien et complètement normalement quand on a un diabète, que ce soit diabète de type 1 ou diabète de type 2. La condition pour vivre normalement, c'est de bien suivre ses traitements et d'avoir un suivi régulier. Sinon, si on a un diabète très ancien, méconnu, mal équilibré, oui, on peut faire des problèmes cardiovasculaires, des problèmes rénaux, des problèmes ophtalmologiques, des problèmes de neuropathie, qui tout ça peuvent des fois mal se terminer, mais bien heureusement, garder en tête que la plupart du temps, quand on a un diabète, on vit très bien. On vit très bien et de plus en plus les choses s'améliorent. Encore faut-il trouver un endocrino, un diabétologue pas loin de chez soi.
c'est pas toujours évident. Il y a aussi des déserts médicaux en diabéto et Alors, en il y a endocrino. beaucoup de déserts médicaux et notamment dans notre spécialité, mais il faut savoir que le diabète de type 2 est géré en grande partie par les médecins généralistes qui sont complètement formés au traitement du diabète de type 2. On fait des formations très régulièrement et donc vous avez 4 millions de diabétiques et vous avez 2000 endocrinologues, sachant que tout le monde ne fait pas de la diabéto. Donc inutile de vous dire que tous les diabétiques ne peuvent pas être suivis par des diabétologues. Et nous, on s'occupe surtout des patients qui ont un diabète de type 2 compliqué et des patients qui ont un diabète de type 1 parce que là, c'est une prise en charge très particulière. Quand vous dites diabète de type 2 compliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui sont pas assez bien équilibrés sous déjà 3 lignes, 4 lignes de traitement. D'accord, donc effectivement, c'est Pathologie qui nécessite qu'on adapte leur traitement de façon un peu plus spécialisée, on va dire. Est-ce que comme pour l'hypertension, où là aussi il y a peu de symptômes ou pas du tout au début, le diabète évolue de façon silencieuse et parfois il vous arrive d'avoir des gens qui sont limite border en termes de situation médicale? Ah oui, bien sûr, ça arrive d'avoir des patients à qui on découvre un diabète et puis ils ont déjà une rétinopathie. Il faut savoir que pour avoir l'atteinte des yeux au niveau du diabète, c'est quand on a au moins 10 ans de diabète derrière soi. Donc ça arrive malheureusement encore, mais de moins en moins souvent, fort heureusement, d'avoir des patients qui arrivent à l'hôpital parce que du jour au lendemain, ils vont se mettre à maigrir, à boire beaucoup d'eau, à uriner beaucoup. On va trouver qu'ils ont 4 grammes et on va trouver qu'ils ont du diabète dans les yeux. Et en les interrogeant, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas vu de médecin depuis plus de 10 ans. Donc forcément, on imagine que c'est un diabète ancien. Bien sûr. Alors, est-ce que, à part la sédentarité, est-ce que le stress, la pollution qui font partie des événements que l'on vit actuellement dans notre société peuvent favoriser le diabète? Alors oui, ça peut favoriser par différentes méthodes. Là encore, on a du mal à faire le lien strict de cause à effet, mais c'est sûr que les perturbateurs endocriniens, l'environnement, ont un rôle important dans le mécanisme d'apparition de l'obésité et donc du diabète. Mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a eu un accident de voiture et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il a un diabète qui commence à se manifester, est-ce que c'est quelqu'un pour lequel le stress a accéléré l'apparition du diabète? Alors ça, c'est surtout connu pour le diabète de type 1, c'est-à-dire un mécanisme auto-immun. Ce qu'on sait, c'est que les maladies auto-immunes arrivent chez un patient qui a un terrain favorable au départ, probablement génétique, probablement immunitaire, et qu'un gros stress, qui soit un traumatisme comme un accident de voiture, un deuil ou une infection virale importante, peuvent déclencher la maladie. C'est surtout pour les gens qui ont un diabète de type 1. De type 1, c'est-à-dire ils ont plus de fabrication. Leur pancréas ne fabrique plus l'insuline qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. On continue avec une autre question de notre auditeur. Alors, j'ai une deuxième question. Pour suivre le diabète, est-ce qu'il faut regarder plutôt le taux de glycémie dans le sang ou il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte? Vous avez parlé de la glycémie à juste titre, mais il y a d'autres paramètres, j'imagine, qui doivent être pris en compte. Donc en fait, la glycémie à jeun sert au diagnostic du diabète. Comme je vous ai dit, au-dessus d'1,26 g à 2 reprises, on a un diabète. Donc après, c'est au rôle du médecin de voir si c'est un diabète de type 2 ou de type 1, mais généralement, le diabète de type 2 arrive très progressivement, alors que les gens qui ont un diabète de type 1, c'est généralement des gens qui brutalement vont avoir des chiffres très élevés. Et ensuite, pour suivre l'équilibre du diabète, on utilise un marqueur qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. Donc, c'est une prise de sang qu'on fait et qui reflète en fait de la moyenne des glycémies, donc des taux de sucre sur les 3 derniers mois. Et après, en fonction des patients, de leur âge, des différentes pathologies, on a un seuil d'hémoglobine glyquée à atteindre pour considérer qu'on est bien équilibré, qu'on limite le risque de complications. Mais bien sûr, mais ça veut dire que c'est une parfaite photographie de la situation du diabète pour telle ou telle personne, mieux que la glycémie. Oui, c'est beaucoup mieux que la glycémie. Et du coup, c'est beaucoup plus précis et c'est un objectif qu'on doit fixer aux patients en disant, voilà, pour être bien équilibré, il faut que vous ayez moins de 6,5%. C'est ce qu'on donne comme objectif pour des gens qui ont un diabète récemment diagnostiqué et qui vont plutôt bien. Après, c'est vrai que pour des gens qui sont plus fragiles, qui ont déjà beaucoup de pathologies, on peut être amené à fixer un objectif un peu plus haut, comme par exemple 8%, parce qu'on estime que si on vise un objectif trop strict, on va leur donner des médicaments qui peuvent potentiellement entraîner plus d'effets secondaires que de bénéfices. Lesquels, par exemple? Certains médicaments qui peuvent donner des hypoglycémies, par exemple. D'accord, donc effectivement, de trop baisser le diabète va conduire à des hypos. Chez des patients fragiles, ça peut être dommageable. Bien sûr, bien sûr. On continue sur cette notion-là. Donc, vous avez dit 1,26 g, ça c'est le seuil. Le seuil qui a diminué, parce qu'en 20 ans, ce seuil a diminué. Est-ce que ça veut dire que d'ici 10 ans, on va nous dire il ne faut pas dépasser 1,16 g? Pour l'instant, c'est 1,26 g. De toute façon, quand vous êtes dans la fourchette avant, c'est-à-dire entre 1,06 et 1,26, vous avez du prédiabète et la prise en charge initiale est la même que la prise en charge initiale de quelqu'un à qui on diagnostique un diabète. D'accord, mais quelqu'un qui est en prédiabète, c'est quelqu'un qui doit faire attention mais qui ne va pas être traité. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui sont en prédiabète?
On leur dit que s'ils sont en surpoids, il faut qu'ils essayent de réduire leur surpoids. Et donc, il faut qu'ils mangent équilibré. Il ne faut pas qu'ils fassent un régime strict trop restrictif parce qu'ils vont pas tenir sur la durée. Et donc, il faut qu'ils mangent équilibré, qu'ils fassent un rééquilibrage alimentaire et qu'ils fassent de l'activité physique de façon très régulière. Et avec ça, ça leur donne un maximum de chances pour limiter le risque d'apparition de diabète plus tard. Ça veut dire que l'activité physique peut avoir un effet tout à fait bénéfique et l'alimentation aussi bien que des médicaments, que de l'insuline ou que des comprimés? Alors, ça dépend du type de diabète, ça dépend des glycémies, bien évidemment. Mais dans tous les cas, quel que soit le type de diabète et quel que soit le niveau dans la maladie, manger équilibré et faire du sport est bénéfique pour améliorer l'équilibre. Donc, dans certains cas, quand on a un diabète débutant, ça peut être suffisant. Vous pouvez avoir quelqu'un qui mangeait vraiment très mal, à qui on diagnostique un diabète, qui va changer complètement ses habitudes et qui aura plus de diabète. Alors, on dit jamais aux gens qu'ils n'ont plus de diabète, on dit qu'ils sont bien équilibrés sous régime seul. D'accord. Parce que s'ils ont eu déjà un déséquilibre une fois, c'est qu'ils sont quand même à risque de faire un diabète plus tard. Donc, il faut quand même maintenir la surveillance. Alors, prenons l'exemple de l'activité physique, parce que peut-être qu'il faut même pas parler de sport, mais plutôt d'activité physique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce diabète, de cette glycémie qui monte? Le sport, il permet en quoi le sport va agir sur le taux de sucre dans le sang? Alors en fait, quand on a du surpoids et un diabète de type 2, on a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'en fait, le pancréas fabrique de l'insuline, mais il fonctionne pas suffisamment bien. Et quand on fait de l'activité physique, ça diminue cette résistance à l'insuline. Donc ça veut dire que l'insuline que vous fabriquez va mieux fonctionner et va permettre de mieux maîtriser votre taux de sucre dans le sang. Alors l'éternel conseil qu'on donne aux diabétiques de pas manger sucré. Donc ça, c'est faux. C'est faux. Alors, il faut pas dire qu'il faut manger des profiteroles toute la journée. Mais en fait, on aime bien ça. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il faut manger équilibré. C'est-à-dire, comme tout le monde, manger des légumes, des féculents, des protéines, des laitages, des fruits. Vous pouvez manger 2 fruits par repas, 2 à 3 fruits par jour, pardon. Comme tout le monde, quand on a un diabète de type 2, on peut manger un gâteau de temps en temps. Mais comme tout le monde, on va pas manger des gâteaux tous les jours. Alors, justement, vous parliez concrètement des aliments. Le petit déjeuner pour une personne diabétique, est-ce que il doit être salé et peu sucré? Alors, c'est ce qui est conseillé, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais c'est vrai que c'est conseillé de manger plutôt du pain complet avec, par exemple, un petit peu de fromage ou un petit peu de jambon. Après, il ne faut pas que ce soit trop gras non plus. Mais c'est vrai qu'un petit déjeuner salé fait moins monter la glycémie qu'un petit déjeuner sucré. Donc, forcément, on leur demande quand même d'éviter tout ce qui est confiture, Nutella, jus de fruits au petit déjeuner. D'accord, vous avez cité 2 marques de façon, mais c'est parfait. Tous faire, pardon. Oui, donc effectivement, vous conseillez ça. Vous bannissez, vous leur dites si vous prenez un fruit, ne prenez pas le jus d'orange, mais plutôt la fibre de l'orange. Mais en tout cas, le petit déjeuner salé, ça permet d'éviter les coups de fringale à 11h. Exactement. Et ça, c'est important pour le diabète. Ouais, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. D'accord. Le repas, le déjeuner, qu'est-ce que vous dites? Donc en fait, au niveau du déjeuner et du dîner, il faut que votre repas soit constitué de crudités pour commencer le repas, de protéines, donc viande, poisson ou œufs. Et on conseille plutôt aux patients de cuisiner plutôt de faire griller les aliments que de faire des plats en sauce, dans la crème, dans l'huile, etc. Et on conseille de mélanger toujours les légumes verts avec les féculents. Les fibres des légumes verts permettant de mieux assimiler le sucre que vous avez dans les féculents. Mais les féculents sont importants pour bien passer la journée, ne pas avoir trop de fatigue, c'est un peu le carburant de l'organisme. Donc il ne faut pas que le patient diabétique se mette à manger que du poulet et des brocolis bouillis, parce que ça ne va pas marcher. D'accord, donc effectivement, et que ça soit un homme ou une femme, c'est pareil. Les hommes ont peut-être plus besoin de protéines que les femmes, compte tenu de leur poids, le ratio poids-taille. Mais globalement, c'est à peu près des assiettes qui sont similaires. D'accord. On continue avec une autre question? J'ai une dernière question. À partir de quand il faut faire des injections d'insuline et est-ce que ça commence par être grave à cet instant? Donc là, on est dans le diabète de type 2, on est bien d'accord? Bien sûr. Le diabète de type 1, on fait l'insuline dès le début et on ne peut pas faire autrement. Pour le diabète de type 2, en fait, on commence l'insuline en général quand on a essayé plusieurs médicaments et que les médicaments ne suffisent plus. Après, des fois, au bout d'un certain nombre d'années de la maladie, le pancréas est usé. Même si au départ, on fabrique beaucoup d'insuline, des fois, au bout de 10-15 ans de la maladie, le pancréas est usé et donc on est amené à mettre de l'insuline. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline, c'est pas une punition et que c'est pas parce qu'on a de l'insuline qu'on est à la fin de la maladie et qu'on va très très mal. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des objectifs de glycémie en fonction des patients, ce qu'on sait, c'est qu'il faut être très strict dans l'objectif glycémique, surtout dans les premières années de la maladie. Et donc, si on n'arrive pas à obtenir l'objectif qu'on veut avec un
médicament, 2 médicaments, 3 médicaments, éventuellement une injection qui n'est pas de l'insuline. Là, on est amené à mettre de l'insuline, mais il vaut mieux mettre de l'insuline pas trop tard dans la maladie pour garder un équilibre correct, plutôt que d'attendre avec des médicaments qui fonctionnent pas et de se retrouver 10 ans après avec des complications. Donc c'est vrai que quand on met les gens sous insuline, ils ont tendance à avoir l'impression qu'ils sont très très gravement malades, mais on leur explique que non, maintenant on est beaucoup plus agressif dans la maladie tôt pour limiter le risque de complications à terme. Alors vous parliez de l'insuline, ça ce sont des injections par définition d'insuline puisque le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline. Il y a certaines personnes qui nous ont dit que les médicaments faisaient grossir, et notamment des femmes. Est-ce que c'est vrai ça? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un diabète déséquilibré, vous urinez du sucre et par ce fait, vous perdez un petit peu de poids. Donc quand on rééquilibre le diabète, on reprend le poids qu'on a perdu artificiellement. Donc en fait, c'est pas que ça fait grossir, c'est que ça fait reprendre le poids qu'on a perdu. Ensuite, quand on est sous insuline, c'est vrai que l'insuline, souvent on la met quand on est déséquilibré. Donc encore une fois, on va rééquilibrer le diabète, donc on va reprendre les quelques kilos perdus artificiellement. Et c'est vrai que l'insuline peut favoriser le stockage des graisses et favoriser la prise de poids. Cette prise de poids est cependant modérée. Ce qu'il y a aussi comme biais, c'est que des fois, quand on met les gens sous insuline, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus besoin de faire le régime. Donc forcément, ils prennent du poids. Bien sûr. Alors, on s'aperçoit pour préparer cette émission que dans le domaine du diabète, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de traitement et notamment de machines. Alors, c'est surtout pour les diabètes de type 1, mais est-ce qu'on peut imaginer que demain, attention, je me lâche, qu'il y ait un pancréas artificiel, c'est-à-dire puisque le pancréas il marche pas bien, on va le remplacer par un pancréas artificiel pour les diabètes de type 1, mais pourquoi pas pour les diabètes de type 2? C'est pas tout à fait le même mécanisme de maladie, donc c'est peut-être plus difficile à mettre en place et puis il faudrait beaucoup plus de systèmes pour tous les patients. Mais ça peut être quelque chose à envisager, mais c'est pas le traitement de base puisque c'est pas le problème initial du diabète, c'est pas qu'on fabrique pas d'insuline, c'est qu'elle marche pas très bien. Donc même si vous mettez plein d'insuline, si elle marche pas très bien, vous ferez pas grand-chose. Donc le pancréas artificiel, vous le voyez pour quand? Pour les diabétiques de type 2, je ne sais pas. Après, il faut savoir aussi que quand on fait des greffes, des équivalents de greffes, après, on a beaucoup de médicaments pour supporter la greffe et que les anti-rejets sont très, très durs à supporter aussi. Donc, actuellement, on fait des greffes de pancréas, d'îlots de cellules chez des patients qui ont un diabète. De Langerhans, voilà. C'est tellement joli. Donc, on fait des greffes d'îlots chez des patients qui ont un diabète de type 1 qui, par ailleurs, doivent être greffés d'un autre organe. Mais on greffe pas des diabètes de type 1 qui n'ont pas d'autres problèmes. Parce que justement, les traitements anti-rejets sont compliqués, il peut y avoir des rejets de la greffe. Donc voilà. Alors, on parlait au début de cette émission de l'aspect hérédité ou en tout cas génétique. Il y a une part de génétique dans le diabète de type 1, voire 2. Oui, 2 surtout. Ouais. 2 surtout. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a des gens qui bossent sur la thérapie génique en matière de diabète? Alors, à ma connaissance, c'est pas la maladie qui est la plus exposée à ce genre de traitement. D'accord, donc effectivement, c'est pas le traitement le plus prometteur. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus d'obésité en France et dans le monde. 17% des Français sont obèses et on a peur que d'ici quelques années, ils soient 30%, et ça fait le nid du diabète. Est-ce que là, il y a des choses à faire et des messages à faire passer aux personnes, aux adultes, mais aussi aux très jeunes enfants? Qu'est-ce qu'on doit dire pour éviter qu'il y ait une pandémie de diabète en France et dans le monde? On doit développer l'activité physique à l'école et en dehors de l'école, ça c'est vraiment important. Les messages classiques de limiter les écrans avec les tout petits et les plus grands également. Et puis manger sainement dès le plus jeune âge, donner des bons conseils aux parents pour les goûters des enfants. Et puis habituer les enfants à manger sainement. Ah bon, et ça c'est une solution pour les préparer, mais est-ce que par exemple dans les aliments qu'on achète, on parle beaucoup d'alimentation hyper préparée, cuisinée, est-ce que là aussi il faut privilégier par exemple des médicaments qui ont très peu de sucre ou pas? Qu'est-ce que vous dites? En fait, il faut privilégier des aliments qui sont sains et qui sont pas ultra transformés. Donc, acheter des légumes, acheter des protéines, acheter des féculents et les cuisiner soi-même. Alors, et si on veut se faire aider parce qu'on n'a pas le temps de faire tout, si vous voulez acheter par exemple des légumes surgelés, vous achetez des légumes surgelés non cuisinés, mais vous n'achetez pas les poêlées de légumes qui sont déjà très grasses, très salées. D'accord. Concernant l'alimentation végétale versus l'alimentation animale, est-ce que le végétal c'est mieux pour les personnes diabétiques? Il faut des protéines, donc après on prend les protéines sous la forme qu'on veut. Après, il n'y a pas d'obligation de manger végétarien, bio, vegan.
on peut manger des protéines sans aucun problème. Alors on me suggère une question là en régie, c'est comme quoi on est toujours aidé sur cette émission, c'est ce diabète à la grossesse. On appelle ça le diabète gestationnel. Est-ce que c'est quelque chose de réversible ou est-ce que c'est quelque chose qui peut installer là aussi un diabète en continu? Alors le diabète gestationnel, c'est donc un diabète qu'on diagnostique pendant la grossesse, qui survient généralement là encore chez des femmes à risque, mais pas toujours. Et les facteurs de risque de diabète gestationnel sont l'âge au-dessus de 35 ans, le surpoids ou l'obésité, les antécédents familiaux de diabète et les antécédents de gros bébés, plus de 4 kilos. D'accord. Donc une dame qui a tous ces facteurs de risque-là, ou au moins un, doit être dépistée pour le diabète gestationnel. Si elle a du diabète gestationnel, on lui met en place les mesures diététiques qu'on a citées tout à l'heure, il n'y a rien de différent. Et si ça ne suffit pas, on met de l'insuline. Et c'est vrai que le fait d'avoir du diabète gestationnel augmente le risque d'avoir un diabète de type 2 plus tard. Donc quand les dames ont un diabète gestationnel, on fait un dépistage 2 mois après l'accouchement pour vérifier que la maman n'a plus de diabète. Et on lui conseille de continuer à suivre les mesures diététiques, à faire de l'activité physique régulièrement et de faire une glycémie à jeun une fois par an avec son médecin traitant. Et les chiffres sont en faveur de la disparition de ce diabète ou est-ce que, comme pour le stress ou la pollution, ça a révélé un diabète qui apparaîtrait? Alors, la plupart des dames, ça régresse derrière. Après, vous avez des facteurs de risque. La dame qui a tous ses parents diabétiques qui étaient obèses, forcément, elle a beaucoup plus de risque d'avoir un diabète de type 2, 3, 4, 5 ans après le diabète qu'une dame à qui on a diagnostiqué ça parce qu'elle avait 37 ans et pas d'autres facteurs de risque et qui mange sainement et qui fait du sport. Ouais. Alors justement, vous parliez du sport, de l'activité physique. C'est vrai que en France, il y a très peu de choses, non seulement à l'école, mais même dans les rues, il y a très peu de choses pour les adolescents, pour qu'ils puissent jouer au basket, au foot. C'est compliqué. On a l'impression que contrairement aux États-Unis, vous allez à New York ou dans d'autres pays, il y a des endroits où les jeunes peuvent faire un peu de sport. Comment vous réagissez en tant que médecin mais un médecin qui est investi dans la société? C'est vrai que l'idée, c'est déjà de trouver des activités qui plaisent aux jeunes et aux ados. Donc, vous avez les salles de sport qui sont très en vogue en ce moment pour les jeunes et les ados. L'argent, il faut le payer. Voilà, le problème, c'est qu'il faut avoir de l'argent, il faut le payer. Il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse, parce que vous avez aussi des jeunes qui sont dans l'extrême inverse d'aller à la salle de sport tout le temps. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Je pense que développer le sport à l'école et dans les activités périscolaires, c'est quand même le plus simple et le moins onéreux pour les gens. Ouais. Alors il y avait un projet qui avait été soumis l'année dernière de 30 minutes d'activité physique pendant les cours, c'est-à-dire que les enfants ils étaient tellement excités, on leur demandait de s'interrompre et de faire un peu d'activité physique pour revenir dans le match, mais de manière générale la France elle est en retard en la matière. On pensait que les Jeux olympiques allaient permettre de développer ça. Vous en tant que soignant, vous vous dites peut mieux faire? Oui. Exactement. Peut mieux faire. Et écoutez, en tout cas, merci de toutes ces explications. Donc pour synthétiser un peu ce que vous nous avez dit, c'est vraiment de savoir ce que l'on a, de contrôler si on est une personne à risque. Y a-t-il d'autres messages sur lesquels vous insistez? Contrôler si on est une personne à risque, faire attention à son alimentation, faire de l'activité physique, quel que soit son poids, quel que soit son âge, quels que soient ses facteurs de risque, et aller voir son médecin une fois de temps en temps pour faire une glycémie à jeun, puisque comme on a dit, c'est pas symptomatique et donc c'est important si on a des facteurs de risque de se faire dépister au plus tôt. Super. Écoutez, merci en tout cas. Vous êtes endocrinologue. Là aussi, on pourrait faire une émission sur d'autres questions. J'imagine que dans votre discipline, c'est quoi les gros sujets en endocrino? C'est à la fois la thyroïde, c'est les hormones. C'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Donc en dehors du diabète, on s'occupe de tous les problèmes d'hormones, donc en effet thyroïde, maladie de la surrénale. Les surrénales sont des glandes qui sont situées au-dessus des reins, maladie de la reproduction, infertilité, troubles du cycle, maladie de l'hypophyse, donc ça c'est des maladies plus rares qui peuvent toucher différents organes. Donc ça fait matière à faire plein d'émissions sur l'endocrino. Vous reviendrez alors. Merci en tout cas de vos explications et bon week-end à vous tous. À très bientôt. Merci à vous.